L'épisode que vous vous apprêtez à écouter évoque la thématique du suicide. Si vous ressentez un mal-être et que vous avez besoin d'aide, nous vous invitons à ne pas l'écouter dans l'immédiat ou à être accompagné dans cette écoute par une personne de confiance. Vous pouvez retrouver des ressources sur notre site dites-je-suis-là.fr en composant le 31 14 ou le 15 en cas d'urgence. Caroline Brémaud est médecin urgentiste. Elle est également médecin-pompier, médecin référente à la protection civile et ancienne chef de service aux urgences de Laval. Cette maman de 4 enfants est également autrice du livre État d'urgence et se livre aujourd'hui à Happy Rencontre pour le 5e épisode. Caroline, tu portes plusieurs casquettes. Médecin urgentiste, médecin pompier, médecin référent à la protection civile, chef de service, autrice, maman de 4 enfants. Comment jongles-tu entre tous ces rôles et d'où vient toute cette énergie ? Alors, c'est assez naturel pour moi d'être hyperactive. J'ai toujours été comme ça. Je n'use pas beaucoup mon canapé. Je dors partout quand il faut et où je dors pas. Voilà. J'ai de l'énergie pour les causes qui me tiennent à cœur et du coup, je la mobilise quand il faut, quoi. Ton livre État d'urgence est à la fois un cri d'alerte et un récit vibrant d'humanité. Et qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce témoignage ? En fait, depuis 2021, je milite beaucoup pour défendre l'hôpital public. J'ai été souvent interrogée par les médias, beaucoup entendue. Ça m'a valu même d'être démise de mes fonctions de chef de service. Mais en même temps, ça n'a pas forcément fait beaucoup bouger les choses en profondeur. Je me suis rendu compte au bout de plusieurs années de militantisme qu'il y avait encore des gens, même dans mon département, qui n'étaient pas au courant de la situation de l'hôpital et du système de santé dans sa globalité. Donc c'était pour moi une façon de militer autrement. Au lieu de crier ma révolte, j'ai voulu toucher les gens dans l'émotion, dans le vrai, dans ce que ça représentait pour moi mon travail et du coup pour eux en tant que potentiels patients. Dans ton quotidien d'urgentiste, tu dois être confronté à des situations d'une extrême gravité et notamment, ça doit être le cas des crises suicidaires. Peux-tu nous décrire comment ça se passe, l'accueil, la prise en charge d'une personne qui serait amenée aux urgences pour ce motif-là ? Alors en fait, dans mon travail, je travaille aussi à la régulation au centre 15. Donc la prise en charge de la crise suicidaire, ça se passe même pour nous avant l'arrivée aux urgences. Ça se passe déjà au domicile pour que la personne elle accepte de venir. Et les appels pour des crises suicidaires, c'est pluricotidien dans mon travail de médecin régulateur. C'est pluricotidien aussi chez des mineurs. Et donc c'est déjà leur faire comprendre qu'il faut absolument qu'ils viennent à l'hôpital, qu'on va les écouter, prendre soin d'eux, les mettre en sécurité. Et une fois qu'ils sont arrivés à l'hôpital, c'est les mettre en confiance pour qu'ils soient vus par les professionnels de la psychiatrie. Et puis c'est établir un contrat de confiance entre eux et aussi les familles. Donc c'est pas simple parce que tout ça, ça se passe au milieu du flux des urgences avec plein d'autres gens qui ont d'autres pathologies et c'est pas toujours évident de leur trouver une place pour qu'ils se sentent en sécurité. Donc on essaie d'avoir un parcours fléché pour eux, pour vraiment les épargner du brouhaha des urgences et de les protéger au maximum. Et on arrive à le faire plutôt bien à leur arrivée. C'est plutôt après, une fois qu'ils ont été accueillis, l'attente. Il y a beaucoup d'attentes pour voir le psychiatre. Et des fois même c'est reporté au lendemain. Donc, parce que les psychiatres sont peu nombreux, moins nombreux que les infirmiers d'accueil de l'UMP. Et donc c'est ça qui est difficile pour les gens, c'est d'attendre et d'attendre dans des conditions qui ne sont pas forcément évidentes. En quoi c'est important quand tu es à la régulation de convaincre la personne de venir aux urgences ? Parce qu'en fait, il y a des situations où on ne peut pas forcer. Donc à domicile, voilà, il faut que la personne elle soit partie prenante de sa prise en charge. Et on sait que s'il y a une adhésion à la prise en charge, tout sera plus facile derrière.
Donc, des fois, c'est assez simple parce que c'est les gens eux-mêmes qui disent voilà, je suis en danger, venez m'aider. Et puis, des fois, c'est les proches qui appellent et les gens n'ont pas du tout conscience. Des fois, en plus, si on rajoute une situation d'alcoolisation, où voilà, c'est compliqué. Donc là, moi, souvent, je les prends au téléphone directement, ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'on a beaucoup d'appels et souvent, je valide par l'assistant de régulation médicale le transport. Et là, je prends en ligne les gens, je prends le temps de leur parler, voilà, de leur dire, écoutez, moi, je suis là pour votre sécurité, j'aimerais bien que vous veniez. Ne croyez pas derrière qu'il y aura forcément une hospitalisation parce que de toute façon on n'a pas de lit, donc on vous proposera forcément une autre alternative. Donc c'est dans ce cas-là où on retourne un peu la situation de crise à notre avantage en disant ne craignez pas d'une hospitalisation inutile puisque de toute façon on n'a pas assez de lits pour tout le monde. Donc quand on propose l'hospice, c'est qu'elle est vraiment vraiment nécessaire. Donc voilà, c'est rencontrer quelqu'un, discuter, mettre en place un parcours de soins et puis après vous rentrerez chez vous certainement avec des rendez-vous et une surveillance. Mais c'est vraiment important dès le départ d'avoir cette confiance. Et moi ça m'est déjà arrivé une fois d'être en régulation au 15 et d'avoir un patient qui ne voulait pas venir et je lui ai dit, vous savez, quand vous allez arriver aux urgences de Laval, je viendrai vous voir et je vous promets qu'on vous prendra en charge rapidement et qu'on va vous écouter et c'est les personnels de l'UMP qui vont venir vous voir, je vous promets. Et donc quand il est arrivé, j'avais mon casque et avec les appels en décroché automatique, je suis allée à l'accueil, le voir, lui dire bonjour et je lui ai dit, c'est moi que vous avez eu au téléphone. Il m'a dit... Il s'est mis à pleurer et il m'a dit, je pensais pas que vous alliez venir, je pensais que vous le disiez pour me faire plaisir. Et il me dit, ça me fait plaisir. Et il s'est tout de suite apaisé en fait. Et finalement, après ça a été simple, c'est-à-dire que moi j'avais engagé ma responsabilité dans un contrat. Je suis allée jusqu'au bout et lui il y croyait pas. Et quand il m'a vu, il a su qu'il allait être dans un endroit où il pouvait faire confiance. Et ça a tout changé. Il a lâché prise, il a accepté l'entretien. Et je suis juste allée lui dire bonjour. Et je me dis, des fois, il suffit de pas grand-chose, de remettre de l'humanité, rien que dans l'appel téléphonique, de se nommer, de dire, je sais pas, le médecin du SAMU, je m'appelle Caroline, voilà, j'ai un nom, j'existe, et quand vous allez arriver, je viendrai même vous dire bonjour. Et oui, ça m'a pris un peu de temps, mais de toute façon, mes appels, je les ai dans le téléphone qui se décroche, donc je les perds pas. Et... entre deux appels, j'ai eu le temps de le saluer, de montrer mon visage et de lui sourire, quoi. Et je sais que ça lui a fait du bien. Et c'est hyper gratifiant pour nous en tant que médecins, parce qu'on se dit, là, quelque part, on a été un petit peu utile. Donc ça, c'est chouette. Parce que, du coup, ton livre est aussi basé beaucoup sur la vie des urgences, ta vie également. Ouais. Et donc, c'est vraiment sous un format de témoignage. Oui. Tu as dit tout à l'heure que c'était... aussi pour toucher les gens. Donc c'est un format un peu particulier. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as compilé un peu toutes ces histoires? Alors en fait, le livre, il a été écrit... moi, j'ai pas écrit du tout les chapitres dans l'ordre. Je les ai écrits de façon indépendante. Et puis après, j'ai quelqu'un qui m'a aidé pour le construire aussi. Là, je me suis dit, tiens, on va rajouter un chapitre. Voilà. Mais il y avait des évidences dans le livre, il fallait qu'il y ait certaines histoires qui apparaissent, comme l'accident de mon fils, ça c'était évident. Et puis, je voulais absolument parler des appels pour crise suicidaire. Et cet adolescent de 13 ans qui a été retrouvé par sa maman, en fait, je voulais absolument écrire son histoire. Parce qu'on avait manifesté quelques mois avant pour des lits à l'UCCA, donc les soins intensifs de psychiatrie pour les enfants, et pour dire qu'il ne fallait pas laisser fermer de lits. Et donc j'étais allée à la manif, j'avais écouté les agents parler, les syndicats, et puis je me suis dit, je ne suis pas psychiatre, mais tant pis. J'ai levé la main, j'ai dit, est-ce que je peux parler? Et évidemment, on m'a dit oui. Et je leur ai raconté ce qui s'était passé pendant ma garde, les 13 minutes de régulation que j'oublierai jamais parce que c'était d'une intensité effroyable,
Ou une maman nous appelle pour nous dire que l'école vient d'appeler et que son enfant ne s'est pas présenté à l'école. Elle monte dans leur organisation du matin fait qu'ils ne se croisaient pas. Elle monte dans la chambre, elle le retrouve. Et je lui demande de faire les premiers gestes de secours. Et elle refuse de masser son enfant. Elle me dit il est froid et je ne veux même pas être dans la même pièce. Et donc je la garde en ligne jusqu'à ce que les secours arrivent et ils mettent 13 minutes à arriver et je ne veux pas l'abandonner, je veux rester avec elle. Je ne sais pas trop quoi lui dire, mais elle parle. Elle me raconte sa détresse, le parcours de son enfant, sa colère, sa culpabilité, son chagrin éternel. Enfin, tout y passe, quoi. Et je l'écoute, j'essaie d'accompagner, d'apaiser du mieux que je peux, même si c'est impossible. Et puis quand les secours arrivent, je dis je vous confie aux équipes médicales, je vais raccrocher. Et en fait, j'ai raconté cette histoire en manif. Et là, j'ai senti en fait que ça avait tout changé. C'est-à-dire que quand tu es en manif, il y a du bruit, tout le monde parle, enfin voilà. Et là, j'ai pris le micro, j'ai raconté avec plus de détails que là, ce qui s'est passé. Et il n'y avait plus de bruit, les gens étaient attentifs. Et là, je me suis dit, oui, en fait, c'est ça qu'il faut faire, c'est militer en racontant notre quotidien, notre vécu. Parce que c'est quoi un lit de soins intensifs de pédopsychiatrie ? C'est une chambre avec un lit. Et ça ne parle pas. Alors que quand tu dis qu'un lit en moins, c'est un gamin qui se suicide, et que ça pourrait être le tien, que c'est 13 ans, que après le Covid, on a une réunion sur le nombre de passages aux urgences avec l'ARS et qu'ils ont constaté qu'il y avait une augmentation du nombre de passages aux urgences pour des motifs psychiatriques, notamment des crises suicidaires et encore plus chez les 11-13 ans, et que toi, tout naïf que tu es, l'urgentiste, tu lèves la main, tu dis du coup on fait quoi ? Et qu'il te répond rien, on constate, et qu'il aura fallu 4 ans pour que la psychiatrie soit la grande cause nationale. Tu te dis pendant 4 ans, il y a eu combien de personnes qui sont décédées ? C'est des enfants qui meurent, c'est des adultes qui meurent, c'est même des personnes âgées qui meurent aussi, parce qu'il n'y a pas d'âge pour se suicider. Et quand tu le dis comme ça, ça fait pas du tout le même effet, ça fait froid dans le dos, ça fait peur, et tu te dis mais en fait ça peut arriver à tout le monde. Et moi j'ai mon papa qui s'est suicidé, j'étais enceinte de mes jumeaux, ils sont nés 1 mois après. Et c'est la double peine quand ton proche il se suicide, parce que les gens ne savent pas t'accompagner dans ton deuil. En fait, ils sont tellement mal à l'aise avec la situation que ils sont bloqués. Et moi, je me souviens d'avoir vu tous ces gens qui étaient là, qui me regardaient, qui regardaient mon gros ventre et qui devaient dire mais comment il a pu lui faire ça ? Et j'ai manqué à ce moment-là d'amour, d'affection, alors que s'il avait eu un cancer, tout le monde serait venu me voir, ma pauvre chérie, on m'aurait fait un câlin, même si j'ai pas envie qu'on tombe dans le pathos, mais au moins les gens seraient venus me parler. Et là, par les proches, la famille, voilà, ses collègues, ses amis à lui, ils sont restés distants. Quand j'étais jeune adulte, j'ai mon premier amour de jeunesse qui s'est suicidé. Et on avait toujours gardé des contacts et je l'aimais énormément, forcément. Et les parents de mon petit copain de l'époque, en guise de soutien, ils m'ont dit nous on est contre le suicide. Ouais, super. Moi je suis triste en fait et j'ai besoin qu'on m'accompagne parce que là la personne elle est passée à l'acte et c'est fini, donc il y a ceux qui restent et pour ceux qui restent c'est double peine quoi, parce que tu perds ton proche et personne n'est capable de te soutenir. Et ça il faut casser les tabous, il faut parler de la crise suicidaire comme on parlerait du cancer ou des accidents de la route en fait. Il n'y a pas de honte. Et c'est ça aussi que je voulais mettre en avant dans le livre. C'était militer pour dire c'est la première cause de mortalité chez les enfants, on n'a pas le droit de se taire. C'est une cause de mortalité assez haute dans le classement chez les adultes, on n'a pas le droit de se taire. Arrêtez de dire que ça vous met mal à l'aise. Ça existe, donc voilà. Et je sais que ça a eu un impact assez fort chez les gens.
Et c'est aussi la place que tu as prise, si je comprends bien, dans cette situation de cette maman, en l'accompagnant, ces 13 minutes qui ont été une éternité. Ah bah, ça a été une éternité pour moi. J'étais pas obligée, j'aurais pu lui dire, bon bah si vous voulez pas faire les gestes de réanimation, les secours arrivent, au revoir madame. C'est ce que font la plupart de mes collègues. Je me suis... pas interdit, mais c'était impensable pour moi de dire, je l'abandonne en fait. Et je dis, on va le faire, ce moment difficile, on va le faire ensemble. Après, je passerai le relais à quelqu'un qui sera physiquement à côté. Mais je dis, je l'accompagnerai jusqu'au bout de ce que je peux faire, moi, loin derrière mon téléphone, et pourtant tellement près. Voilà. Ça va rejoindre un peu ma question suivante, ça va me permettre d'approfondir. Comme tu le dis là, dans la crise FIDER, la présence des proches, c'est un facteur clé et déterminant. Et de ce que tu as vu, voilà, en quoi les proches d'une personne en crise suicidaire, par leur attitude, qu'est-ce qu'ils peuvent changer dans la prise en charge En fait, ce que j'ai constaté, à titre personnel et à travers mes patients, c'est que les proches, ils ont peur de faire une bêtise et que quand on a peur de faire une bêtise, on ne fait rien. Et du coup, ils se mettent en retrait, pas par choix, mais par peur. Et donc, il faut casser cette peur. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'asso, parce qu'en fait, dites je suis là, c'est simple en fait. Même si on ne sait pas quoi dire, on peut dire en fait, je ne sais pas quoi dire, mais je suis là. Et puis le dire tous les jours, et le dire 3 fois par jour, ou venir apporter à manger. Voilà, je t'ai fait à manger, voilà. Et puis le déposer, pas forcément rester longtemps, pas avoir l'impression qu'on surveille la personne, mais d'avoir des petites attentions, de dire qu'on est là en fait, tout simplement. Voilà. Et donc c'est ça, voilà, de dire aux familles, n'ayez pas peur de mal faire en fait. Faites des choses, faites ce qui vous fait plaisir, ce qui vous passe par la tête, et puis la personne, faites-lui confiance aussi, elle vous dira si c'est trop en fait. Mais je crois que c'est jamais trop quand on aime quelqu'un. Donc il faut y aller, il faut rentrer un peu dans l'intimité, il faut oser venir à l'improviste avec un petit présent. Le présent, ça peut être un sourire, ou ça peut être j'ai fait des crêpes, ou je t'ai fait des lasagnes, quoi. Voilà, c'est trouver une petite excuse. Puis en France, on aime bien manger, donc, et souvent quand on n'est pas bien, on n'aime pas se faire à manger, donc voilà, c'est un conseil simple que je donnerais, qui est plutôt efficace. Et puis c'est les petits messages gentils, voilà, je suis là, ou une petite photo, tiens, il y a un soleil qui se couche, c'est beau, j'ai pensé à toi, je te l'envoie. Des petites choses simples. Et même si on ne peut pas se mettre à la place, même si chaque situation est unique, et qu'on n'est pas obligé de comprendre quelqu'un pour l'aider, en fait. C'est pas une obligation de comprendre vraiment la personne. C'est juste que l'autre personne sache qu'à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, la porte est ouverte, le téléphone est ouvert, et que c'est ok en fait. Voilà. Est-ce que tu aurais un conseil particulier du point de vue des urgences pour justement des proches qui auraient leur ami, quelqu'un de la famille qui serait aux urgences pour une crise suicidaire? Alors, il ne faut pas hésiter à se manifester, parce que le parcours de soins, il se fait aussi en appui et en sécurité avec la famille et les proches. Donc, souvent, on dit oui, aux urgences, il n'y a pas le droit aux familles. Voilà. Là, c'est des situations particulières où les familles sont les bienvenues. Donc, il faut se manifester directement auprès du personnel, dire bah voilà, moi je suis une personne ressource en fait. Donc, encore comme tout à l'heure, de dire faut oser passer le cap, quoi. Et on ne peut pas faire de bêtises, enfin, je veux dire, plein de bonne volonté comme ça se refuse pas, faut pas se brider en fait. Voilà. T'as déjà été témoin ou vécu des situations, voilà, où alors moi, j'ai la présence des proches a été j'ai vécu une situation où typiquement, s'il n'y avait pas eu le proche, et moi je connaissais pas la personne, mais je connaissais très bien le proche, et le proche m'a appelé moi et il m'a dit fais-moi confiance, s'il sort, il recommence. Et du coup, je me suis battue vraiment pour ce patient, mais
pour qu'il soit hospitalisé, pour qu'il soit vu, revu, réexaminé, interrogé, qu'il ait aussi son scanner pour éliminer une cause somatique, voilà. Et parce que mon ami m'a dit, cette personne-là, je la connais très bien. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, il dira ce que les gens ont envie d'entendre et il sortira et il va recommencer. Et donc le fait qu'il étaye aussi énormément son discours, il m'a convaincue. Et moi, alors que je n'étais que urgentiste, j'ai dit au psychiatre, si vous le faites sortir, je m'allonge par terre et vous sortez pas du bureau. Enfin, j'ai menacé mon collègue, vraiment. Enfin, j'avais jamais fait ça. J'ai dit là, vous faites une erreur, je ne peux pas cautionner. Enfin, voilà. Et donc, ils y sont retournés. Il a été entretenu par plusieurs personnes et à un moment donné, ils ont trouvé la faille et ils se sont rendus compte qu'en fait, effectivement, le risque de passage à l'acte, il était énormissime et il a fini lui-même par le verbaliser. Mais ça a pris 2 ou 3 jours. Et il n'y aurait pas eu cet ami proche de lui, il aurait recommencé. Et puis finalement, il a accepté son hospitalisation libre. Et alors qu'on était parti sur une hospitalisation d'office. Mais grâce à l'entourage, à la famille, grâce à la mobilisation de tout le monde, et puis un petit peu à moi quand même, on a réussi à faire un parcours de soins satisfaisant, et c'était il y a quelques années. Et il est toujours là. Donc je suis contente de me dire que j'ai participé à ça, c'est chouette. Et on peut y arriver, quoi. Ça peut marcher. Donc c'est positif. Si tu avais un message, si tu veux dire une seule chose aux proches de personnes en crise suicidaire, ce serait quoi? J'aurais envie de leur dire plein de choses. N'ayez pas peur du regard des autres. Et confiez-vous aussi, parce que on a déjà parlé de ce que le proche pouvait faire pour son proche, mais être aidant de quelqu'un qui est en crise suicidaire, c'est dur. C'est éprouvant. Et donc il ne faut pas s'isoler et il faut aussi activer son propre réseau pour que quelqu'un prenne soin de nous. Parce que être aidant de quelqu'un qui ne va pas bien, c'est assez éprouvant. C'est vraiment difficile et il ne faut pas avoir honte. Il faut parler. Il faut parler pour que... il faut être bien soi-même pour pouvoir aider quelqu'un. Donc forcément, c'est un petit effet domino. Donc si on donne toute son énergie pour son proche, pour l'accompagner dans sa crise suicidaire, il faut que nous, derrière, on puisse avoir en tant que famille quelqu'un qui soit bienveillant avec nous, qui nous aide et qui nous accompagne pour pouvoir redistribuer cette énergie, cet amour, cette bienveillance. Voilà. Dans une partie de ton livre, tu mentionnes la souffrance des soignants et les crises suicidaires que peuvent traverser aussi les soignants. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors c'est le chapitre du livre qui s'appelle « Aujourd'hui ». C'est un chapitre que mon éditeur ne voulait pas mettre et je me suis battue pour qu'il y soit. Et parce que il a une tournure un peu plus poétique, il change un peu de rythme par rapport au reste de l'écriture. Et en fait, je me suis battue pour qu'il reste dans le livre. Je l'ai raccourci, je l'ai un tout petit peu modifié. Et puis, ils m'ont dit après coup, j'avais bien fait parce que ça aurait été une erreur de ne pas le mettre. D'autant que quand le livre est sorti, on a de nouveau parlé de la crise suicidaire chez les soignants et notamment chez les internes. Il faut savoir qu'il y a un interne tous les 18 jours qui se suicide. C'est énorme. Et moi, dans mon quotidien d'urgentiste et aussi dans mon passé d'étudiante, j'ai côtoyé... des soignants qui sont passés à l'acte et qui sont décédés, que ce soit des internes, des sages-femmes, des médecins généralistes, des réanimateurs, des chirurgiens, des infirmiers, des pompiers. Donc on est des professions à risque et il ne faut pas avoir peur de le dire. On prend soin des autres tout le temps, mais on n'est pas capable d'avoir le recul nécessaire pour prendre soin de nous. On a des horaires atypiques et puis une carence de sommeil énorme. Et je crois qu'encore plus qu'ailleurs, le suicide est tabou dans nos professions. Donc, moi, je sais que j'apprends maintenant à mes étudiants à gérer leurs émotions. Je leur fais un cours qui s'appelle « Gestion des émotions aux urgences » où je leur apprends à accueillir
les émotions qu'ils reçoivent, à accueillir la détresse des patients et puis à la transformer en quelque chose de positif pour eux. C'est-à-dire que si on accueille la souffrance et qu'on fait comme on nous apprend à la fac, on met ça dans la poche de la blouse dans le vestiaire, on a l'impression qu'on nous apprend qu'on est des surhommes, des surfemmes et qu'on doit savoir faire la part des choses. Vous rentrez chez vous, tout va bien. Bah non, en fait, on rentre chez nous, ça va pas bien. On voit des gens mourir, on voit des gens souffrir, on voit des corps mutilés, des esprits en vrac. Bah non, on ne peut pas rentrer chez nous et aller bien. Donc il faut accompagner ça. Et malheureusement, j'ai beaucoup de collègues qui décident de mettre une carapace et de se mettre en distance pour se protéger. Sauf que si tu mets trop de distance, tu te déshumanises. Et si tu te déshumanises, tu ne peux pas être un bon soignant. Et si tu n'es pas un bon soignant, tu ne prends plus de plaisir dans ton travail. Tu as l'impression de participer à la maltraitance collective institutionnelle de notre système de santé qui s'effondre. Et dans le meilleur des cas, tu changes de métier. Et dans le pire des cas, tu prends la voie du suicide. Donc c'est hyper important d'apprendre la bienveillance, l'humanité et les émotions. Et c'est pour ça que moi, je pleure beaucoup tout le temps. Mais au moins, ça sort. Et donc j'apprends, moi, à mes étudiants, soit à pleurer, soit à parler, mais en tout cas à ressentir et à accueillir les émotions. Et de dire, c'est normal de ressentir, c'est normal d'avoir des émotions, c'est normal d'avoir envie de pleurer. C'est normal d'être fatigué et en fait c'est ok pour le dire et pour échanger soit entre vous et il n'y aura pas de jugement, soit venir me revoir ou trouver un autre confrère, consoeur pour vous aider. Et de redire qu'on a le droit en fait et que c'est même mieux de ressentir si on veut être un bon soignant après. Voilà. Mais c'est assez glaçant de voir à quel point on peut être encore plus maltraitant entre nous. Enfin, c'est profond, c'est ancré, c'est qu'on doit montrer qu'on est capable en fait. Alors que ça n'a rien à voir avec la capacité à être un bon soignant. C'est juste accepter d'être des êtres humains. Bon, merci beaucoup Caroline pour ton engagement, ta sincérité, ton regard à la fois très professionnel et vraiment profondément humain. Et pour terminer, est-ce que tu aimerais nous partager un hashtag pour qu'on retienne l'essentiel aujourd'hui ? Alors déjà merci de m'avoir invitée parce que ça fait plusieurs années je crois que je suis l'asso. Que je vous ai découvert et que j'applaudis ce que vous faites. C'est remarquable, c'est essentiel, c'est vital, c'est beau, c'est utile, donc bravo. Et puis, donc je suis très très fière d'être là. Et puis, le hashtag, ça serait le meilleur médicament, c'est l'humain. Voilà. Encore, je me répète. Mais je crois qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie que les relations humaines et il ne faut pas avoir peur de donner parce qu'on reçoit toujours x10, donc x100, x1000. Donc, voilà. Merci beaucoup Caroline. Merci Gabrielle. Happy Rencontre est une production de Dites Je suis là. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous souhaitez soutenir cette émission ? Parlez-en autour de vous. Si vous avez besoin d'aide, si vous souhaitez faire un don ou adhérer à l'association, rendez-vous sur ditesjesuislà.fr. À bientôt pour un nouvel épisode.